comme chaque jour, on retrouve Saveria. Bonjour pour cette actualité politique et parlementaire pour Territoire Sénat. Bonjour Cyril, bonjour Cyril, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité ce matin, la suite des auditions dans l'affaire Benalla. Elles ont repris hier au centre des discussions la question du port d'armes et la fonction exacte d'Alexandre Benalla. Opération déminage pour Édouard Philippe. Il est à Marseille ce matin pour le congrès des régions de France. Objectif, rassurer des élus inquiets. On en parle avec mon invité, le sénateur Olivier Paccaud. Et puis je vous parlerai également de la réinsertion des mineurs enfermés. Un rapport du Sénat prône une mesure choc, la fermeture de tous les quartiers pour mineurs dans les prisons françaises. Voilà, Saveria. Tout d'abord, la suite des auditions dans l'affaire Benalla. Elles ont repris hier au centre des discussions la question du port d'armes et la fonction exacte d'Alexandre Benalla. Les sénateurs ont relevé des incohérences dans les déclarations d'Alexandre Benalla. Il n'exclut pas de le reconvoquer. Aurélien Romano. C'est l'ancien chef du GSPR, le groupement de sécurité de la présidence de la République, sous Nicolas Sarkozy, qui a été le premier auditionné. Les sénateurs voulaient savoir ce qu'il en était de l'organisation de la sécurité sous l'ancien président de la République. Un poste tel que celui occupé par Alexandre Benalla n'existait tout simplement pas. Aucun conseiller membre du cabinet du président de la République entre 2007 et 2012 n'avait en charge une quelconque mission de sécurité rapprochée. De même, aucun conseiller, d'après l'ancien chef du GSPR, n'était armé sous la présidence Sarkozy, contrairement à Alexandre Benalla. Non. Encore une fois, si une menace avait pesé sur un conseiller, plutôt que de lui attribuer une arme, on lui aurait attribué une sécurité. Cette arme a encore fait parler d'elle et les sénateurs n'ont pas manqué de rebondir avec un autre intervenant, criminologue, sur le selfie révélé par Mediapart. J'ai rarement vu des selfies de campagne où on essaye d'impressionner la serveuse avec un Glock. D'un point de vue professionnel, c'est contraire à l'ensemble des règles de port, d'usage et de maniement des armes. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas photo. S'il passait un examen, il aurait 0. Une note éliminatoire, précise-t-il. L'organisation de la protection d'Emmanuel Macron n'était pas adéquate, voire même dangereuse, si on en croit une autre réponse. Le plus sûr moyen d'avoir un accident, un assassinat ou une bavure, c'est de créer des commandements différents avec des individus appartenant à des chaînes différentes, ayant des pratiques différentes, une formation différente, une compétence différente, au même endroit, tous avec des moyens létaux. Le port d'armes et la fonction exacte d'Alexandre Benalla sont au centre des auditions des sénateurs qui continueront le 10 octobre avec la chef du GSPR, cette fois sous François Hollande. Les élus locaux réunis ce matin à Marseille. Vous pourrez suivre le discours d'Édouard Philippe à 11h sur notre antenne. Hier, le Premier ministre a reçu à Matignon des élus de Seine-Saint-Denis, un département où justement la situation est critique. Jordan Klein. Alors on continue, Saveria, parce que le sujet n'est pas encore prêt, peut-être tout à l'heure. Didier Migaud, auditionné au Sénat, le premier président de la Cour des comptes, est revenu sur les prévisions de croissance. Elles sont correctes, même si une incertitude demeure. On va écouter Didier Migaud, donc le premier président de la Cour des comptes. Là, ça marche. S'agissant de la croissance en 2019, qui s'élèverait à 1,7%, le Haut Conseil considère que les hypothèses retenues par le gouvernement quant à l'évolution de la demande des ménages et des entreprises sont plausibles. Cette prévision de croissance pour 2019 est là encore en ligne avec la moyenne des prévisions disponibles. La plupart présentent en effet une progression de l'activité en 2019 proche de celle anticipée pour 2018. Le Haut Conseil considère donc que la prévision de croissance du gouvernement pour 2019 est plausible. Il note toutefois que cette prévision est affectée d'un degré d'incertitude, mais ce degré d'incertitude est plus fort que les années précédentes. Voilà, l'interview politique maintenant, le face-à-face dans un instant.
Saveria. Vous recevez aujourd'hui Olivier Paccaud, sénateur Les Républicains de l'Oise, qui est là. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Olivier Paccaud, sénateur Les Républicains de l'Oise. Édouard Philippe, on vient d'en parler. Édouard Philippe, Gérard Larcher sont à Marseille ce matin pour le congrès des régions de France. Tout ça dans un climat bien sûr très tendu entre collectivités et exécutifs. Est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol, cette exaspération des élus locaux ? Oui, d'autant plus que ce ras-le-bol n'est pas récent. Les trois principales associations d'élus locaux, qu'il s'agisse de Régions de France, de l'ADF ou de l'AMF, avaient déjà déserté la Conférence nationale des territoires début juillet. Il y a un vrai climat de défiance qui malheureusement s'est créé entre les élus locaux et le pouvoir, et c'est très préjudiciable. Alors en fait, il y a un malaise qui est profond, qui est lié à ce sentiment un petit peu de mépris de la part de l'État pour les collectivités. Recentralisation, mépris, arrogance. On fait que de nous dire que les dotations ne baissent pas, elles continuent à baisser. J'ai entendu Jacqueline Gouraud dans l'hémicycle mardi nous promettre, comme en 2018, que les dotations ne baisseraient pas. En 2018, sur les 36 000 communes de France, 22 000 ont vu leur dotation baisser. Et on peut prendre des dizaines d'exemples, mais la recentralisation est peut-être la marque la plus forte de la gouvernance territoriale de cet État. Olivier Paccaud, déjà la présence d'Édouard Philippe, du Premier ministre ce matin à Marseille, il a hésité à venir, il est finalement présent ce matin. C'est un geste d'apaisement envers les élus locaux, justement. La présence ne suffit pas, il faut des gestes. Vous savez, c'est les preuves d'amour. Et bon, on peut prendre plein d'exemples, mais je suis élu départemental. Qu'attendent les élus locaux? Quels gestes peuvent attendre les élus locaux ce matin? Écoutez, on va prendre un seul exemple déjà. En tant que conseiller départemental du département de l'Oise, je peux vous donner deux sujets sur lesquels les départements sont vent debout depuis des mois. C'est les mineurs non accompagnés et aussi tout ce qui concerne les allocations de solidarité pour lesquelles il y a un différentiel de charges énorme. L'État n'assume pas ses responsabilités. Et à côté de ça, il donne des contraintes supplémentaires aux différentes collectivités. Alors, je vous ai parlé des départements, mais aux régions, ils leur retirent la compétence apprentissage. On peut prendre aussi le cas des communes qui ne voulaient pas, par exemple, le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement vers les intercommunalités, que le Sénat leur avait retiré, c'est remis en place. Il y a une vraie incompréhension. Il y a aussi toute cette question de la contractualisation. Oui. Votre département, précisément, l'Oise, votre département, a carrément refusé cette contractualisation. Comme plus d'un département sur deux. Écoutez, l'Oise, nous sommes arrivés aux manettes en 2015, on a fait beaucoup d'efforts, on a réussi à assainir les finances, et quelques mois plus tard, on vous dit, ben voilà, il va falloir que vous signiez un contrat, capant, entre guillemets, vos dépenses de fonctionnement, ce que nous avions fait. On n'a pas eu besoin de l'État pour faire ça, et l'État donne des leçons pour quelque chose qu'il n'est pas capable de faire lui-même. Il demande aux autres de faire les efforts qu'il n'est pas capable lui-même de faire. Donc, nous avons refusé de signer ce contrat et nous continuons notre trajectoire financière qui nous a permis de dégager certaines marges sans avoir l'État qui mette son nez dans notre gestion. En quoi, précisément, Olivier Paccaud, l'État n'a pas été clair et franc dans sa démarche? Alors, il n'a pas été clair et franc concernant le petit volant, notamment, qui permettait des bonus ou des malus. Vous savez que cette contractualisation, elle concerne une hausse de 1,2% des dépenses de fonctionnement. Sauf pour ceux qui avaient su éventuellement faire des efforts où ils pouvaient avoir un bonus. Nous avions fait ces efforts, on n'a pas eu le bonus, on n'a pas compris pourquoi. Voilà. Et surtout, très sincèrement, je l'ai déjà dit, mais je reviens là-dessus, il est intolérable que l'État se permette de mettre le nez dans les gestions des départements alors qu'il doit de l'argent. Qu'il doit énormément d'argent aux départements sur les mineurs non accompagnés et sur les allocations de solidarité, le RSA. Je vous propose, avant de poursuivre cette interview, de regarder un sujet sur justement les élus locaux de Seine-Saint-Denis, le sénateur Philippe Dallier qui a été reçu hier par Édouard Philippe à Matignon. La Seine-Saint-Denis, c'est un département où cette situation justement est critique. Direction l'hôtel de Matignon pour Philippe Dallier. À 13h, il est reçu avec ses collègues parlementaires de la Seine-Saint-Denis par le Premier ministre pour évoquer le manque de moyens des services publics de son département. L'idée, tenter de trouver des solutions.
Ce que j'espère, c'est que le Premier ministre nous donnera un accord sur cette idée de plan de rattrapage et qu'ensuite on pourra se revoir régulièrement pour vérifier qu'il est bien mis en place et peut-être au travers d'indicateurs de vérifier que la situation s'améliore. Il faut aussi peut-être finir par accepter l'idée qu'il faut traiter ce département de manière particulière, également en termes de, pas en termes de loi, mais en termes de règles et de dispositifs qu'on y applique. Les problèmes qui gangrènent la Seine-Saint-Denis ont été pointés du doigt il y a 4 mois dans un rapport. Des sous-effectifs chroniques dans la justice, l'éducation ou la police, mais aussi un manque d'infrastructures sportives. Un constat qui persiste alors que la population ne cesse d'augmenter. Il faut surtout qu'on réussisse collectivement à faire comprendre que ce département, d'une certaine manière, est hors norme par rapport à la jeunesse de sa population, est hors norme par rapport aux revenus moyens par habitant à l'échelle de l'Île-de-France, voire du pays tout entier, est hors norme sur son explosion démographique. Si le constat est partagé par tous les élus, le compromis sur les solutions apportées pourrait être bien plus compliqué à trouver. Les parlementaires, les républicains et ceux de la France insoumise pourraient notamment s'écharper sur des sujets comme la mixité sociale. Voilà une réaction, Olivier Paccaud, sur cette situation en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis est effectivement un département en souffrance, qui a beaucoup de difficultés, qui est un département urbain très particulier. Mais la France, c'est pas seulement les métropoles et les départements urbains. Il y a aussi beaucoup de départements ruraux qui ont beaucoup de difficultés. Il ne faut pas les oublier. J'ai une question un peu précise. La réserve parlementaire a été supprimée par Emmanuel Macron. Vous, ainsi que le député Olivier Dassault, avez créé un fonds de solidarité, 150 000 € par an, pour remplacer cette réserve parlementaire. Une pratique qui a été dénoncée par l'opposition, qui parle d'un retour du clientélisme dans votre département. Alors c'est pas par l'opposition, c'est par la majorité, c'est par les députés En Marche. Écoutez, on fait ce qu'on veut de notre argent. Je verse 20% de mon indemnité parlementaire, soit un peu plus de 1 000 € tous les mois dans ce petit fonds. Le député Dassault aussi. Et nous aidons des communes sur des projets culturels, des projets liés aux écoles, au cadre de vie. Oui. Ce que vous, j'ai envie de vous dire, ce que vous et Olivier Dassault faites, certains qui ont moins de moyens que vous ne peuvent pas le faire dans d'autres départements. Est-ce que c'est pas créer une inégalité ? Écoutez, je ne perçois qu'une indemnité parlementaire et une indemnité de conseiller départemental. Je ne suis donc pas un ultra privilégié. Olivier Dassault a effectivement quelques moyens, mais vouloir que la générosité ne s'exerce pas me semble pas une bonne chose. Voilà. Donc c'est pas une façon de contourner la loi sur la transparence de la vie publique. Je reviens sur la réserve parlementaire quand même. Parce que la réserve parlementaire, c'est un bon exemple de recentralisation. C'était une erreur de la supprimer. Ah bah, totalement, puisque ça permettait à d'irriguer des petites communes, des petites associations. Et vous savez que les crédits parlementaires, ils n'ont pas totalement disparu. Ils ont été reversés où ça ? Dans la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, qui est distribuée par qui ? Le préfet, donc l'État. C'est une autre forme de recentralisation. On reste sur l'actualité pour finir, l'actualité du Sénat. La loi fake news, la loi sur la manipulation de l'information, elle a été rejetée hier, elle a échoué hier. Vous avez acté, les sénateurs ont acté le désaccord avec les députés. Pourquoi, pour vous, cette loi en soi n'a pas d'objet valable ? Pourquoi vous l'avez rejetée ? Pourquoi il n'y a pas eu d'accord ? D'abord, il faut rappeler que la loi fake news, au Sénat, avait fait l'unanimité contre elle, à l'exception du petit carteron des sénateurs En Marche. Mais donc, du Parti communiste aux Républicains, en passant par les socialistes et les centristes, tout le monde avait jugé que cette loi était à la fois inefficace et dangereuse. Et quand je dis tout le monde, il faut que je rajoute la presse et tous les acteurs du monde donc, de l'information pour juger qu'en elle-même, elle portait des germes liberticides. Il y a dans l'arsenal législatif actuel, la loi de 1880 notamment, des armes qui permettent de lutter contre les fausses informations. Donc elle n'est pas nécessaire. Telle qu'elle nous était présentée, non, elle n'est pas nécessaire, elle est même dangereuse. Olivier Paccaud, l'échec de la loi agriculture et alimentation avant-hier, l'échec de la loi fake news hier, on vient d'en parler. Le Sénat reprend son rôle de premier opposant. Premier opposant, je ne dirais pas ça comme ça. Contre-pouvoir peut-être, en tout cas aiguillon. Alors contre-pouvoir, c'est le terme qu'a employé Gérard Larcher pour défendre la commission d'enquête dans l'affaire Benalla. Le Sénat joue son rôle de contre-pouvoir dans cette affaire. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, un Premier ministre avait parlé au sujet du Sénat d'anomalie démocratique. Je pense que le Sénat a démontré, notamment dans le cadre de la commission d'enquête Benalla, qu'il était plutôt une garantie démocratique, qu'il était aussi une garantie de sérieux
d'efficacité, d'approfondissement des problématiques. On n'est pas dans la posture au Sénat, on est plutôt dans le travail. Et effectivement, pour la démocratie, c'est une... Donc l'opposition ne va pas être justement la posture systématique du Sénat pour la suite de cette session parlementaire. Nous avons voté de nombreux textes présentés par le gouvernement depuis la rentrée dernière. Donc on va continuer à voter ce qui est bon et à s'opposer ou corriger, amender ce qui nous semble devoir l'être. Anomalie démocratique, c'était Lionel Jospin. C'était Lionel Jospin. Merci beaucoup Olivier Paccaud. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Quel est ce pins que vous portez qui se voyait beaucoup à l'antenne? C'est le pins que tous les sénateurs ont dans la petite mallette d'entrée qu'ils ont. Ils ont une belle écharpe, mais ils ont aussi un petit pins de sénateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier Paccaud. Merci de votre accueil. Merci On beaucoup. continue avec l'actualité sénatoriale. Exactement. La réinsertion des mineurs enfermés. Un rapport du Sénat prône une mesure choc, la fermeture de tous les quartiers pour mineurs dans les prisons françaises. La mission préconise de construire davantage d'établissements dédiés spécifiquement aux mineurs. Samia Dechir. En mai dernier, les sénateurs de la mission d'information sur les mineurs enfermés avaient été choqués par leur visite au quartier pour mineurs de la maison d'arrêt de Villepinte. 7 heures, c'est le contrôle des effectifs pour savoir si tout le monde est en vie. Après, on leur sert le petit déjeuner et après, il y a le scolaire. Qu'est-ce qu'ils font le reste du temps? Parce que j'ai entendu 12 heures d'enseignement par semaine. Après 4 mois de travaux, ils recommandent tout simplement la fermeture des 44 quartiers pour mineurs présents dans les prisons françaises. Les jeunes de 13 à 18 ans n'y ont que 12 heures de scolarité par semaine et restent en cellule 23 heures sur 24 le week-end. Je considère qu'aujourd'hui, les quartiers pour mineurs ne présentent aucune garantie, je dirais même qu'ils sont contre-productifs en matière de réinsertion des mineurs enfermés. La mission préconise donc de construire davantage d'établissements pour mineurs, les EPM, conçus spécialement pour les moins de 18 ans. La France n'en compte aujourd'hui que 6. Les sénateurs n'approuvent pas, en revanche, la création de 20 nouveaux CEF annoncés par le gouvernement. Les centres éducatifs fermés sont censés être des établissements de la dernière chance avant la prison. Mais sur les 52 déjà existants, beaucoup sont décrits comme des cocottes minutes où les jeunes finissent par exploser. En créer 20 nouveaux coûtera 57 millions d'euros. Les sénateurs proposent de se limiter à 8. La crainte que nous avons, c'est que la création des centres éducatifs fermés, de 20 centres éducatifs fermés, soit complètement budgétivore de tout le budget de la justice pour mineurs. La mission d'information recommande de consacrer une partie des 57 millions d'euros prévus pour les CEF aux structures de milieu ouvert qui manquent aujourd'hui cruellement de moyens. Le retour de l'herboristerie, se soigner par les plantes, devient de plus en plus à la mode. Une mission sénatoriale propose de réhabiliter cette pratique oubliée depuis l'après-guerre. Adrien Develay. C'est une médecine douce qui revient à la mode et le Sénat veut lui donner un cadre légal. La mission sur le développement de l'herboristerie a développé son travail sur 2 grands axes. Le premier, réhabiliter la formation et l'encadrement du métier d'herboriste. La profession, interdite par le gouvernement de Vichy, n'a plus de formation universitaire ni de diplôme reconnu depuis 1941. Deuxième axe, permettre le développement d'une filière en France avec la vente et la production réglementée des plantes médicinales. La France, je ne sais pas si elle peut devenir un géant de cette production, mais en tout cas, elle peut continuer à progresser. Nous avons la chance d'avoir des territoires qui, alors évidemment, ne sont pas adaptés à toutes les plantes, mais qui peuvent encore se développer. L'outre-mer est une vraie richesse. Les sénateurs sont unanimes sur la volonté de redonner sa chance à une filière disparue. En revanche, des désaccords persistent sur les moyens de formation. Certains membres de la mission, notamment le rapporteur, souhaiteraient que l'on revienne à un diplôme d'herboriste. De parler d'herboriste de comptoir, à titre personnel, me gêne. La mission d'information rendra son rapport la semaine prochaine. Le rapporteur Joël Labbé espère la création d'un groupe de travail pour élaborer une proposition de loi. Voilà, vous êtes sur Territoire Sénat, 3e partie de cette émission. On passe maintenant à l'agenda d'aujourd'hui. À tout de suite. Un agenda parlementaire et politique, Saveria. À 9h, la délégation aux collectivités territoriales auditionne Jacqueline Gourault, la ministre auprès du ministre de l'Intérieur. À 10h, vous pourrez suivre la mission d'information sur la pénurie des médicaments et des vaccins. C'est le sénateur Jean-Pierre Decool, le vice-président de la Commission des affaires économiques, qui va rendre
son rapport. Et puis à 11h, on en a parlé, Édouard Philippe, le Premier ministre, sera à Marseille pour le 14e congrès des régions de France. Discours à suivre sur notre antenne. Et à midi, à suivre également sur notre antenne le discours de Gérard Larcher, le président du Sénat. Voilà, on passe tout de suite à l'œil 2. L'œil 2, aujourd'hui un constitutionnaliste. Il revient, c'est Benjamin Morel, constitutionnaliste. Bonjour Benjamin. On va reparler avec vous de la loi agriculture alimentation et de l'échec bien sûr de l'examen de cette loi. Le Sénat a rejeté le texte avant même de l'avoir examiné. C'est signe de forte tension avec l'exécutif. C'est signe en effet d'une forte tension aujourd'hui avec l'exécutif. Ça arrive en plus après la loi fake news qui a été également un moment de tension et de tension qui remonte à plus loin. Mais là on voit qu'entre la Chambre haute et l'exécutif, après l'affaire Benalla, mais également après tout un tas de crispations sur beaucoup de sujets, notamment la révision constitutionnelle, eh bien aujourd'hui, il y a non peut-être pas une rupture, mais en tout cas une tension qui s'installe et qui, plus embêtant, perdure. Alors une question préalable a été adoptée, c'est une procédure qui est un peu technique, qui permet surtout d'exprimer un rapport de force. Est-ce que ça augure aussi d'autres tensions sur le reste de la session parlementaire, d'autres rejets de textes? Ça peut, si vous voulez. Une question préalable, à l'origine, c'est... Qu'est-ce que c'est une question préalable? Une question préalable, à la base, si vous voulez, c'est une motion qui permet de dire, eh bien, nous n'avons pas lieu d'examiner ce texte parce qu'il est très mauvais, et à l'origine, avant la création du Conseil constitutionnel, pour dire, il n'est pas constitutionnel. Donc la motion préalable, c'est un refus même de débattre du texte au regard de son contenu. Donc dire ça, eh bien, ce n'est pas pour le Sénat se poser dans une position constructive, c'est dire tout bêtement, nous n'avons pas d'interlocuteur. C'est un rapport de force, nous n'avons pas d'interlocuteur du côté du gouvernement, donc nous n'avons pas lieu de débattre. Benjamin, il y a aussi la question des amendements en dernière lecture. À votre sens, ça remet en cause le bicamérisme. C'est un peu fort quand même. Ça remet en cause le bicamérisme, si vous voulez. Alors d'abord, on va expliquer pour les téléspectateurs qu'est-ce que ça veut dire. C'est le gouvernement qui dépose en dernière minute des amendements que les sénateurs, les parlementaires n'ont pas le temps d'examiner. Vous avez un débat entre les deux chambres. La navette, donc une chambre adopte un texte, ça va dans l'autre chambre et des dispositions peuvent être adoptées conformes. C'est ce qui se passe ici dans cette loi agriculture et alimentation. Et ensuite, vous arrivez en dernière lecture et normalement les chambres peuvent s'être mis d'accord ou être en désaccord. En tout cas, elles ont acté des points d'accord et des points de dissensus. Et là, le gouvernement peut déposer un amendement et demander à sa majorité, votez-le. Et à partir de là, tout le travail qui a été fait en amont, eh bien, disparaît. Donc là, on voit très très bien qu'il y a une sorte de bombe atomique dont dispose le gouvernement pour mettre à mal tout le travail de dialogue entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est un peu ce qui était craint ici et c'est un peu ce qui a fait échouer la commission mixte paritaire. En quoi ça remet en cause le bicamérisme ? Si vous voulez, vous avez encore une fois des dispositions qui sont examinées d'abord à l'Assemblée nationale et qui peuvent être acceptées par le Sénat. Dès le moment où une disposition est acceptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, théoriquement, rideau. On n'en parle plus. C'est-à-dire que tout le travail de construction, de co-construction entre Sénat et Assemblée est balayé, c'est ça ? Tout le travail de consensus et de compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat peut être à la dernière minute balayé par un amendement du gouvernement bien porté par sa majorité. Et ça, c'est quelque chose qui a été jugé constitutionnel, mais il n'y a que le gouvernement qui peut déposer un amendement à ce stade-là. Ce qui montre bien une grande force du gouvernement dans le processus législatif qui, en fait, peut débrancher le bicamérisme et au moment où on parle de révision constitutionnelle, eh bien peut-être est-ce que là, il y a un vrai sujet. Benjamin, pour terminer, l'avenir, est-ce que, on en a parlé tout à l'heure, ça augure d'autres tensions sur d'autres textes? Le budget arrive bientôt. Ça peut la réforme de la justice, tous ces textes importants, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut en effet inaugurer des tensions sur d'autres textes, parce qu'aujourd'hui on voit très très bien que sur des sujets qui tiennent à cœur au Sénat, on parle beaucoup de collectivités aujourd'hui avec l'Assemblée des régions de France, sur ces questions-là, les questions qui touchent notamment le budget, mais qui peuvent toucher éventuellement d'autres textes, eh bien aujourd'hui, il y a une vraie ligne de fracture entre le gouvernement d'un côté et la majorité de l'autre. Les partis centristes, qui dans un premier temps avaient été attentistes au regard du gouvernement, en se disant, eh bien peut-être est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec Emmanuel Macron, aujourd'hui sont beaucoup plus braqués par rapport à la politique du gouvernement. Et le Sénat, qui pour l'instant était dans une approche constructive vis-à-vis du gouvernement, eh bien, est en train de se muter peu à peu
en vraie force d'opposition. Un basculement politique. Donc merci Benjamin Morel pour cet éclairage. Merci beaucoup. Benjamin Morel, spécialiste de droit constitutionnel. Merci, on passe tout de suite à la revue de presse dans un instant. Une revue de presse de la presse quotidienne régionale mais aussi nationale, sans oublier les éditions numériques de ces journaux Saveria. À la une du Parisien, les drames des violences gratuites. Plusieurs personnes tuées ces dernières semaines lors d'actes gratuits, un type de violence en forte augmentation depuis le début de l'année. Une nouvelle marque déposée, c'est 20 minutes qui nous en parle. Une marque surprenante, ça va vous intéresser. Benalla, du nom de l'ancien chargé de mission de l'Élysée. C'est une avocate parisienne qui a déposé cette marque fin juillet. Armes à feu, serviettes, fourrure ou encore garde d'enfants, tout y passe. Visiblement, hein, tout est possible dans cette affaire. À la une, les fourrures, hein. Tout est possible, hein, tout est possible. À la une du Figaro, Écho, les collectivités, le plan du gouvernement pour augmenter le temps de travail des fonctionnaires. Le gouvernement compte obliger les élus locaux à aligner le temps de travail de leurs agents sur la durée légale de 1600 heures par an. Une petite révolution, une obligation qui devrait surtout en théorie permettre de supprimer à terme 32 000 postes. Et dans la Provence, un coup de colère, celui de Brigitte Bardot. Le coup de colère de Brigitte Bardot, bébé qui dit être en rage contre Emmanuel Macron. Elle fustige le président pour son manque d'engagement dans la question des abattoirs, mais aussi dans le dossier des chasseurs. C'est une longue interview à lire dans la Provence aujourd'hui. Et puis toujours dans la Provence, la colère des élus locaux. Édouard Philippe a attendu de pied ferme. Ce matin, on en a parlé à Marseille pour le congrès des régions. Renaud Muselier a lancé hier l'appel de Marseille, un appel à lire dans votre journal. Et puis la même colère à la une de la Nouvelle République, le bras de fer des maires. Dans l'Indre, les élus ont choisi un moyen radical. Ils bloqueront la transmission à l'État des résultats des élections européennes au printemps prochain. La dépêche du Midi s'intéresse à notre alimentation. Trop de sel, trop de gras, trop de sucre. Trop, c'est trop. Un rapport parlementaire fustige le rôle des industriels de l'agroalimentaire. Leurs recommandations, beaucoup moins d'additifs chimiques dans nos préparations. Trop de sel aussi à la une du Télégramme. Les raisons d'un excès. Ce même rapport parlementaire préconise de limiter la teneur en sel dans les aliments transformés. Pourquoi l'industrie agroalimentaire en met-elle autant dans ses préparations? C'est à lire dans le Télégramme. Voilà, et à la une de Ouest France, le prix du fioul qui plombe les budgets, ça concerne des millions d'entre nous. Avec un prix d'1 € le litre, les 11 millions de Français chauffés au fioul hésitent à remplir leur cuve. Certains en achètent moins. Et ce n'est pas forcément la bonne méthode, car les prix varient en fonction de la quantité livrée. Puis une belle histoire à lire à la une du Courrier de l'Ouest, une Angevine qui a créé les Amis d'Hubert, une plateforme qui permet aux étudiants de tenir compagnie aux personnes âgées tout en arrondissant leur fin de mois. Un pont entre les générations, une main tendue à lire dans votre quotidien, le Courrier de l'Ouest. Et puis la suite d'un film mythique à lire sur le site internet de Paris-Normandie. Claude Lelouch qui tourne la suite d'un homme et une femme. Au casting, les mêmes acteurs que dans la version de 1966. Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant. Le tournage a lieu en ce moment à Deauville, mais pas de date de sortie fixée pour le moment. Et puis on va terminer avec la République des Pyrénées, un saut en parachute à 81 ans. Annie a attendu d'être octogénaire pour faire son premier saut en parachute. Un vieux rêve que cette retraitée nous fait partager dans la Nouvelle République des Pyrénées. Voilà donc pour cette revue de presse. On va se quitter, on va terminer avec un peu de sport ce matin. Avant de se quitter, du football et ce match de foot entre députés et sénateurs. Un événement organisé par le think tank Sport et Citoyenneté. C'est un reportage de Mariama Benrabia et Hugo Ken. Ils ont échangé le costume et la cravate pour l'équipement de sport. Des sénateurs de tous bords se réunissaient pour affronter députés et journalistes dans une atmosphère détendue. Ça fait du bien de se retrouver dans une ambiance comme ça, ça change un tout petit peu de l'hémicycle quand même. Quelle est la stratégie là ce soir là? Je peux pas vous le dire, parce qu'en fait c'est une stratégie secrète. Non, on va essayer de marquer. Voilà. Et finalement, ce sont les députés qui l'emportent. Ils sont plus jeunes, ils sont plus forts, il faut accepter. En première lecture, c'est toujours l'Assemblée qui prédomine, mais en seconde lecture, on sera présent. Et même sur le terrain, la politique n'est jamais très loin.
C'est l'occasion justement, cet aspect ludique, d'évoquer des sujets plus sérieux. Donc on a évoqué un petit peu la problématique du sport dans le contexte actuel. À l'origine de ce tournoi, le think tank Sport et Citoyenneté qui souhaite participer à la promotion du sport en France. Le sport, et c'est le message que l'on veut faire passer aujourd'hui, peut avoir de l'influence sur la société. En termes de santé, évidemment, d'activité physique, on est une société de plus en plus sédentaire. Nos enfants, nos jeunes bougent de moins en moins. Et là, on a voulu symboliquement bouger, nous, entre sénateurs, entre députés. Donc cette victoire, j'espère demain que ce sera la victoire du sport français. Finalement, les sénateurs terminent 3e, mais dans la bonne humeur. Sur le dernier tournoi, on était fini 4e, donc là on s'améliore. Une belle équipe, un excellent gardien, attaquant, bravo. Sénateur, Voilà, et la mi-temps alternativement à la buvette du Sénat ou de l'Assemblée nationale Merci Saveria. N'oublie pas à 11h le discours d'Édouard Philippe et de Gérard Larcher en direct sur cette chaîne, le canal 13 de la TNT Public Sénat. Dans un instant, la météo des territoires. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Merci à tous, bonne journée, merci de votre fidélité. À demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.